Autrefois, alligators et crocodiles inspiraient un certain respect mêlé de crainte. Mais depuis quelques années, les restaurants qui proposent du reptile et d'autres viandes exotiques sont de plus en plus prisés. Le chiffre d'affaires a doublé. Par contre, la consommation de viande de bœuf a baissé d'environ 20% par rapport à l'année dernière. Pour quelle raison? À cause des maladies, des épidémies. L'inquiétude a gagné tout le monde, aussi bien les consommateurs de viande que les accros du fast-food et les gastronomes. Cependant, on oublie trop souvent de dire que si malaise il y a, c'est en grande partie à cause des personnes qui privilégient le prix à la qualité. Mais toute crise ayant quelque chose de bon, celle-ci ouvre de nouvelles perspectives. Je pense que c'est très bien qu'on en soit arrivé là. Et je suis persuadé que d'autres scandales éclateront. Les poules vont sûrement être atteintes de quelque chose, et on ne pourra plus manger d'œufs, peut-être même pas boire de lait non plus. On a de beaux jours devant nous. Enfin, même si je trouve ridicule que les gens aient peur des conséquences que peuvent avoir ces habitudes alimentaires sur leur santé, cela nous donne un excellent moyen de leur faire entendre raison. En principe, notre nourriture devrait être à la fois saine et bon marché. Malheureusement, il est impossible de produire de la viande bon marché sans recourir massivement aux médicaments et aux hormones de croissance. Pourquoi l'agriculture s'est-elle industrialisée? Parce que les gens veulent acheter de la viande au même prix qu'en 1957. Pendant ce temps-là, le prix de l'essence a augmenté de 1000%. Mais ça, tout le monde s'en fiche. Si les vaches deviennent folles et que les porcs ont la fièvre afteuse, alors que peut-on encore manger sans être obligé d'y réfléchir à deux fois? Du poisson, peut-être? Du saumon de l'Atlantique, par exemple, qui grandit dans des eaux non polluées et dont la chair est toujours aussi savoureuse qu'il y a 200 ans? Hélas, ce qui était autrefois un poisson noble destiné aux plus riches d'entre nous a désormais été ramené lui aussi au rang de produit de grande consommation. Entassés dans des cages immergées au large des côtes norvégiennes, les saumons se développent à une vitesse effrayante à l'aide de méthodes d'élevage ultramodernes. En face, c'est notre aire de nourrissage. Les aliments sont envoyés dans des tuyaux vers les bassins. Nous surveillons les opérations au moyen de caméras et de détecteurs. Quand le poisson arrête de s'alimenter, le système se débranche automatiquement. Ainsi, il n'y a aucun gaspillage. Le saumon sauvage a une chair bien rose, du fait qu'il se nourrit de crabes et autres crustacés. Mais si les saumons d'élevage norvégiens ont eux aussi une chair rose, c'est uniquement grâce aux colorants produits par la firme BASF. Nous avons besoin de telles quantités de nourriture que la seule façon d'obtenir la couleur souhaitée, c'est d'ajouter des colorants artificiels. Le saumon d'élevage est devenu une industrie si importante qu'il est impossible d'obtenir une chair rose en ne leur donnant que des aliments naturels. Dans les années 90, l'industrie du saumon norvégien a fait les gros titres de la presse à cause d'énormes quantités d'antibiotiques qui étaient mélangées à la nourriture des poissons. Depuis, leur usage a été sévèrement contrôlé et réduit. Il suffit de jeter un coup d'œil à la station d'élevage de l'entreprise norvégienne Panfish pour se rendre compte à quel point cette affaire est rentable. Entre 60 et 70 000 petits saumons sont élevés dans chacune de ces cuves avant d'être transférés dans les cages immergées en mer. Même si, en moyenne, 20% d'entre eux ne résistent pas à cet élevage intensif, l'entreprise est en pleine expansion. Sur ces 1 300 000 poissons, il n'en restera probablement que 1 100 000 au moment de la collecte, soit 4 000 tonnes. Le produit de leur vente rapportera donc environ 90 millions de couronnes. L'élevage du saumon, cependant, relève parfois de la création divine. Pour nous, la nature est un modèle à suivre. Et le saumon de l'Atlantique, vraiment un bon poisson. Comme nous voulons copier la nature, nous essayons de faire en sorte que tous les poissons ressemblent au saumon sauvage. Et c'est là qu'intervient la chimie moderne. Pour commencer, tous les jeunes saumons sont traités contre les parasites, vers et autres maladies.
La vaccination est un outil très utile à notre culture industrielle. J'irais même jusqu'à dire qu'il serait impossible de diriger une telle entreprise ou d'assurer une production aussi importante que la nôtre aujourd'hui sans avoir recours au vaccin. La durée de vie des saumons sauvages varie entre 3 et 4 ans. Celle des saumons d'élevage entre 12 et 18 mois. Non seulement ceux-ci vivent moins longtemps parce qu'ils sont engraissés artificiellement, mais aussi parce qu'ils sont destinés à passer toute leur courte vie entassés dans de petites cages. Élevage intensif et chair de qualité ne font pas à proprement parler bon ménage. Pour s'en convaincre, rien de tel que d'aller faire un tour à la Vive Asia, le salon de l'élevage industriel des animaux de ferme. Ici, vous découvrirez la méthode la plus efficace pour engraisser, abattre et transformer toujours plus d'animaux. Des sociétés qui par ailleurs ne sont pas très friandes de publicité viennent chaque année exposer leurs derniers produits à Bangkok. L'industrie pharmaceutique est également présente en ces lieux pour promouvoir médicaments et substituts alimentaires destinés à faire pondre plus d'œufs aux poules et à faire grossir les porcs plus vite. Les produits chimiques sont un élément indispensable à la production de denrées de moins en moins chères. Nos éleveurs utilisent ce produit dans tous leurs élevages de bétail, avec des résultats de 20 à 30% supérieurs à la normale. Cela permet d'augmenter la production de lait et par conséquent les profits des éleveurs. Ce produit est un accélérateur de croissance. Si vous l'ajoutez à la nourriture des poissons, vous augmentez de 15 à 20% leur développement. Dans les fermes industrielles, il n'y a même plus besoin de verra dans les porcheries. Un sosie en plastique fait désormais aussi bien l'affaire. Il est capable de produire le même bruit et délivrer la même odeur qu'un vrai. Si vous voulez, je peux vous faire une démonstration. Il est alimenté par des batteries et au bout de quelques secondes, il commence à grogner. Il avance dans le couloir et lorsqu'il arrive au bout, il revient. On introduit le spray ici et toutes les 5 secondes se dégage une odeur comme si c'était un vrai. Je ne peux pas vous le montrer ici à cause de l'odeur, vous comprenez. Le verra factice s'avère plus efficace qu'un vrai en chair et en os. Les truies qui sont dans les box doivent être excitées. Et normalement pour cela, les éleveurs font appel à un vrai mâle reproducteur. Mais comme on fait travailler cet animal, qu'on lui demande de grogner et de dégager une odeur sans jamais lui laisser toucher les truies, au bout d'un moment, il finit par aller se coucher dans un coin et ne fait plus rien. Tandis que celui-là ne pense pas et peut donc travailler toute la journée sans problème. Les truies ne voient pas la différence entre un vrai et un faux verra. Une fois les truies mises en chaleur par ce leurre, elles seront fécondées artificiellement. Le salon Vive Asia est l'un des plus importants qui soit pour les producteurs européens d'installations destinées à l'élevage et à l'abattage. 50% de toute la production mondiale de volailles provient de ce type de pays, comme la Chine, la Thaïlande, d'Extrême-Orient en général. Et ce pourcentage va encore augmenter dans les 20 ou 25 prochaines années. On peut donc dire que notre marché est vraiment florissant. La capacité actuelle de production de ces installations se situe autour de 9 à 10 000 poulets par heure. Dans cette installation en batterie, les poules sont entassées sur 12 étages. Dopées aux aliments enrichis, elles ne sont censées faire qu'une chose, pondre le plus d'œufs possible. On ne peut pas les interroger pour savoir si elles sont contentes ou pas. Mais elles semblent vivre plutôt bien puisqu'elles donnent beaucoup d'œufs. En réalité, cependant, personne ici ne s'intéresse au sort des poules élevées en batterie.
Depuis que les gens ont commencé à se méfier de la viande de bœuf, ils se sont reportés sur la volaille. De l'avis général, le poulet serait meilleur pour la santé, moins riche en graisse et en cholestérol, et surtout moins cher. Mais s'il y en a encore pour croire que le poulet ordinaire grandit en plein air, ils se bercent d'illusions. Les poulaillers modernes sont de véritables complexes industriels. En Allemagne, la majeure partie de la production de volailles est concentrée dans la région que l'on appelle la ceinture de Lisieux, entre les villes de Vechta et de Cloppenburg. Bâtis les uns à côté des autres, les poulaillers abritent poulets et dindes qui sont engraissés artificiellement jusqu'à l'abattage. Ces animaux sont condamnés à passer leur courte existence, confinés dans le noir et serrés comme des sardines. Voilà ce que les manias de la volaille appellent élevage en plein air. Stefan Bröckling est un farouche défenseur de la cause des animaux. Il connaît particulièrement bien les alentours de Cloppenburg. C'est dans cette région, au confluent de la Weser et de l'Ems, que l'on trouve la majorité des élevages de poulets d'Allemagne. Beaucoup de gens du coin gagnent leur vie en élevant et en engraissant des poulets et en vendant leurs œufs. Nulle part ailleurs dans le pays, vous ne verrez autant de poulaillers qu'ici. Et rien qu'à l'odeur, on devine la quantité phénoménale de lisier produite ici. L'air est véritablement infesté. Ici, il n'y a aucune chance pour que vous rencontriez des animaux en liberté. Ils sont entassés dans des cages où la lumière du jour ne pénètre jamais. Ils sont serrés les uns contre les autres et engraissés avec de la nourriture industrielle afin d'atteindre leur poids maximum en un minimum de temps. Il y a bien longtemps qu'on ne voit plus de poules picorées dans les champs, et je crains fort qu'on n'en voit plus jamais. Cette région est tout sauf un bon endroit pour les animaux. Ce genre de ferme étant plutôt hostile à la publicité, les militants de l'organisation Arche 2000, grands défenseurs de la cause animale, se sont donné rendez-vous à la nuit tombée. Leur objectif, établir un rapport sur les conditions de vie des animaux dans ces élevages industriels. Vérifiez qu'il n'y a pas de voiture devant vous ou derrière vous. Ce serait dommage de tomber sur une patrouille de police. Ils procèdent avec une précision toute militaire. Il y a 2 endroits à partir desquels on peut pénétrer à l'intérieur. Nous verrons lequel est le mieux une fois qu'on sera sur place. Nous ne pénétrons que dans les fermes qui sont ouvertes, afin de ne pas causer de dommages matériels. Mais si nous voulons faire un constat des lieux en toute tranquillité, nous devons quand même nous y introduire furtivement, sous couvert de l'obscurité, parce qu'en principe, il est impossible d'obtenir l'autorisation de filmer ou prendre des photos. Nous voulons juste montrer la vérité toute nue. La discrétion étant le maître mot chez les militants, un chauffeur les dépose près des poulaillers et va les attendre quelques kilomètres plus loin. Les gardes, munis de jumelles à vision nocturne, sont en effet prêts à déclencher l'alarme s'ils détectent la moindre présence suspecte. Cette nuit, les militants de la cause animale ont l'intention de s'intéresser de près au sort des dindes. Et dans cette ferme d'élevage industriel où sont élevées et engraissées les plus grosses dindes du monde, c'est de la folie pure. Alors qu'autrefois, une dinde pesait environ 11 kilos à la fin du processus de croissance, aujourd'hui, grâce à l'apport d'aliments enrichis et des médicaments qu'on lui administre, elle atteint jusqu'à 20 kilos. Mais ses pattes sont fragilisées par cet excès de poids et son lourd poitrail surdéveloppé lui fait perdre l'équilibre. Elle bascule alors en avant, la tête la première. Elles passent toute leur vie sur leurs excréments. Les fientes ne sont pas retirées. Elles ne peuvent pas l'être parce que pour ça, il faudrait sortir les dindes du poulailler, le temps de le nettoyer. L'air à l'intérieur est confiné, très poussiéreux, et sûrement plein de substances nocives. Nous allons vérifier ça d'ici peu. Il y a aussi beaucoup de bêtes qui souffrent de troubles moteurs, certaines avec des pattes atrophiées, d'autres avec des maladies cardiaques, et nombre d'entre elles risquent de mourir de soif parce qu'elles sont trop faibles pour aller jusqu'au point d'eau. Il n'y a aucun suivi vétérinaire. Quand par miracle on leur donne un traitement, les médicaments sont mélangés à leur eau ou à leur nourriture, ce qui fait que toutes les bêtes en prennent, les malades comme les bien portantes. Et au bout du compte, on le retrouve dans nos assiettes. Les militants découvrent sans cesse des traces d'antibiotiques dans les échantillons d'eau et de nourriture qu'ils prélèvent. Outre le fait que l'air est contaminé par la présence de microbes et de moisissures, une odeur âcre de fiente et d'ammoniac règne dans le poulailler.
Difficile dans ces conditions d'imaginer que la viande en provenance d'une ferme comme celle-ci puisse être saine. Nous avons les résultats du test d'ammoniac. Cette partie-là indique la quantité d'ammoniac contenue dans l'air. Selon les règlements en vigueur, les vétérinaires et les éleveurs doivent veiller à ce que ce taux ne dépasse pas 10 ppm. Or, ici, nous constatons une augmentation de 150% par rapport aux normes fixées. Il faut donc prendre des mesures, sinon les oiseaux vont tomber malades avec autant d'ammoniac dans l'air. Les défenseurs de la cause animale découvrent par la suite que beaucoup de dindes présentent de graves blessures. Regardez ces griffes. Elles sont recourbées vers l'extérieur. C'est le genre de choses qui arrivent lorsque les oiseaux sont élevés pour se développer le plus vite possible et qu'on leur donne des aliments enrichis. Avec ces composés destinés à les engraisser, on accélère artificiellement leur croissance musculaire, mais celle des organes internes et des os ne peut pas suivre le même rythme. Et voilà en fait ce qu'il advient. Près de 5% des volailles mourront avant la fin de la période d'engraissage. Cette dinde est en train de mourir. Malheureusement, nous ne pouvons rien faire pour elle. Comme ces grosses fermes ont un pourcentage de pertes prévu, cette dinde finira à coup sûr demain, avec beaucoup d'autres, à la poubelle. Telle est la dure loi de l'élevage intensif. Elle n'a pas bu depuis des heures, peut-être même plus, parce qu'elle est incapable de se déplacer. Un agriculteur responsable aurait remarqué qu'elle était mal en point. Mais comme vous pouvez le constater, personne ne lui est venu en aide. Nous ne savons pas depuis combien de temps elle était tendue là comme ça, sans pouvoir bouger. Afin de rendre les dindes plus résistantes aux conditions de vie des poulaillers, les éleveurs ajoutent des tonnes d'antibiotiques à leur nourriture. Mais les résultats des tests publiés dans le magazine allemand Ökotest montrent que cette pratique peut s'avérer dangereuse pour le consommateur. Selon cette étude, le filet de dinde prétendument bon pour la santé ne serait que pure chimère. De nombreux échantillons de viande de dinde contenaient de la salmonelle et des bactéries. Il semble par ailleurs que les bêtes soient de plus en plus résistantes aux antibiotiques. Chaque année, en Allemagne, les élevages industriels de bétail et animaux de basse-cour consomment, en accord avec les réglementations en vigueur, 1500 tonnes d'antibiotiques. Nous ne savons pas quelle quantité est illégalement utilisée, mais on estime généralement que c'est à peu près du même ordre. On peut donc logiquement supposer que la plus grande partie de la viande qui arrive sur les étagères des supermarchés a été traitée aux antibiotiques. Dans les élevages intensifs, les antibiotiques sont ajoutés à l'alimentation de tous les animaux, que ce soit les dindes, les poulets, les vaches ou les porcs. Parfois légalement, parfois illégalement. D'un autre côté, si cette pratique n'existait pas, du fait que les animaux vivent entassés dans des cages, ils seraient décimés par les maladies. Certains antibiotiques sont d'autant plus prisés des éleveurs qu'ils agissent comme accélérateurs de croissance et réduisent donc le coût de l'alimentation. Les vétérinaires de l'université de Leipzig détectent régulièrement des traces d'antibiotiques dans la viande. Et pour le consommateur qui ne se méfie pas, les conséquences peuvent être graves. En effet, plus on a recours à ces médicaments, plus les microbes deviennent résistants. Et c'est ainsi que plusieurs infections bactériennes qui touchent l'homme ne peuvent être soignées par antibiotiques.
En fait, on pourrait facilement se passer d'antibiotiques si les animaux étaient élevés d'une façon naturelle et dans de bonnes conditions d'hygiène. Le rôle des antibiotiques, à part accélérer le rythme d'engraissement, consiste principalement à pallier le manque d'hygiène. Si on gardait les animaux dans un environnement idéal, l'ajout des antibiotiques à leur nourriture serait hors de propos et inintéressant du point de vue financier. À mon avis, on pourrait très bien se débrouiller sans. Les animaux élevés dans de grosses exploitations industrielles ont une mort aussi ignoble que la vie qu'on leur offre. Les dindes d'élevage passent leurs dernières heures enfermées dans des remorques. C'est épouvantable de voir comme les animaux sont entassés dans ces camions. Bien sûr, cela ne dure pas longtemps, comparé au temps qu'ils passent dans les poulaillers. Mais il faut savoir qu'ils ne sont pas déchargés tout de suite, qu'ils doivent rester quelque temps dans le camion. Chaque dinde a tout juste droit à un espace correspondant au volume de son corps. Elle n'a pas la place de bouger. Il serait impossible de loger là-dedans un seul animal de plus. Que ce soit à l'intérieur ou aux abords des abattoirs, interdiction de filmer. Qu'est-ce que vous faites là? On prend juste quelques plans. Ce n'est pas autorisé. Pourquoi? C'est un endroit public ici. Non, vous filmez quelque chose qui ne vous appartient pas. Bien sûr. Mais dans la mesure où ce n'est pas un site protégé, je ne vois pas ce qu'il y a d'illégal. Très bien, nous allons en avoir le cœur net, je vais appeler le directeur. D'accord, allez-y. Je vous demanderai d'abord de me montrer une pièce d'identité. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on filme? Tant que vous filmerez, je ne ferai aucune autre déclaration. Ôtez vos mains de ma caméra, je vous prie. C'est un matériel qui coûte cher. Pourquoi est-ce que ça vous ennuie tant que des gens viennent filmer cet endroit? Ça ne m'ennuie pas, je ne veux pas, c'est tout. Il pourrait aussi bien appeler la police, ça ne me dérangerait pas. S'il y a quelqu'un qui est en tort ici, ce n'est pas nous, ce sont eux. D'un point de vue strictement moral, nous considérons que nous sommes tout à fait dans notre droit. Finalement, ce sont toujours les consommateurs qui se retrouvent lésés. Il n'y a pas hélas que la viande dans les supermarchés qui n'est pas celle qu'elle prétend être. Tout ce qui nous est proposé sur les étagères des grandes surfaces n'est qu'illusion. Que ce soit dans les yaourts à la fraise, la purée de pommes de terre ou les soupes en sachet, les arômes sont tous chimiques. Hans Ulrich Grimm cherche depuis des années à démêler le vrai du faux au sujet des soupes en sachet. Ce qu'il y a de plus réussi, c'est l'illustration sur le paquet. Mais quand vous regardez de l'autre côté, ce que je fais d'habitude, et que vous voyez ce que ça contient vraiment, ça vous paraît déjà beaucoup moins attrayant. Par exemple ici, produit de poulet, 3,1 grammes. J'ai demandé un jour à Knorr ce que cela voulait dire exactement. Ils m'ont répondu, 2 grammes de viande de poulet lyophilisée correspondent à 7 grammes de viande normale. Je trouve que ça ne fait pas beaucoup pour 4 bols de soupe. Aucune ménagère au monde ne pourrait préparer 4 bols de soupe à partir de 7 grammes de poulet. Et c'est bien pour cela que les industries agroalimentaires doivent recourir à des astuces. Ils utilisent des trucs que l'on n'a jamais à la maison, comme par exemple 3 agents de sapidité différents, genre glutamate monosodique ou autres. Et bien sûr des arômes artificiels. 1 gramme d'arôme suffit à lui donner le goût d'une vraie soupe. Quelqu'un de chez Knorr m'a dit que leur soupe était des produits de remplacement. Pourtant, sur l'emballage, ce n'est pas inscrit produit de remplacement, mais tout simplement soupe. Curieux, non? La majorité des ingrédients qui donnent miraculeusement au contenu du sachet un goût de vraie soupe proviennent de Holzminden, une charmante petite ville au bord de la Weser. Holzminden est la capitale allemande des parfums. Inutile d'avoir beaucoup de flair pour le deviner, tant vous êtes assaillis ici par les odeurs, passant allègrement des effluves de framboises et réglisse à celles de soupe aux pois et asperges. Harman & Reimer et Dracoco, 2 très grosses sociétés, se partagent le marché. Ils font tout. Quoi que vous mangiez au buvier, il y a forcément quelque chose dedans qui vient d'Holzminden. Seuls les noms des sociétés demeurent inconnus. Le savon, la lessive, tout. Ils ne font pas de produits finis ici. Ils se contentent d'approvisionner les autres entreprises. Vous savez qui ils fournissent? Oh, toutes les entreprises qui fabriquent des trucs qui se mangent et des denrées de luxe. La production de parfums est une affaire de discrétion. Tout est si bien tenu secret qu'on ne peut ni filmer dans les laboratoires, ni connaître les noms des clients qui s'approvisionnent à Holzminden.
Par chance, le sympathique agent de sécurité de Harman et Reimer se montre plus disposé que les dirigeants à communiquer quelques informations. Pourriez-vous nous dire ce que l'on produit à l'intérieur de ces murs? En général, nous avons plusieurs types de production. Parfums, exhausteurs de goût, essences aromatiques. Mais ce ne sont pas des produits finis. Nous fournissons l'industrie, les entreprises qui se chargent de les transformer. Pour les parfums, par exemple, il y a beaucoup de clients, comme Oetker et d'autres. Des entreprises comme Knorr ou Maggi aussi? En partie, oui. Mais on reçoit également des produits destinés à être transformés. Ce qui est fabriqué ici se retrouve au final dans les sachets Knorr, Maggi ou Oetker. Entre autres, oui. Mais ça a l'air très chimique tout ça. Vous pensez que c'est bon pour la santé? Je ne souhaite pas poursuivre cette conversation. Puis-je vous demander de bien vouloir arrêter de filmer? Sur les 7000 parfums différents fabriqués ici, seule une infime quantité ont quelque chose en commun avec ce qu'ils ont la prétention d'être. Le parfum fraise, par exemple, est très souvent un extrait d'écorce d'arbre et rarement de fraisier. Mais comme le bois et l'écorce d'arbre sont des produits naturels, on retrouve sur l'emballage des yaourts la mention arôme naturel. En France, pays réputé pour sa grande cuisine, la restauration rapide et les soupes en sachet sont depuis longtemps passées dans les habitudes alimentaires. Mais Wolfram Siebeck, chroniqueur au journal Die Zeit, auteur de nombreux livres de cuisine et grand critique gastronomique en Allemagne, ne l'entend pas de cette oreille et continue à faire de la résistance. Il possède une maison en Provence. Selon lui, une vraie poule au pot doit cuire au moins 3 heures si l'on veut que le bouillon soit bon. Pour un gourmet comme Siebeck, le monde des soupes en sachet est un monde d'extraterrestres. Ce truc-là a l'air dégoûtant, vraiment. Celui-ci ne paraît pas beaucoup plus appétissant. Mais celui-là, indigeste. C'est scandaleux qu'ils osent écrire sur le paquet « Mettre dans l'eau bouillante, point. Remuer, point. Prêt à servir, point. » Est-ce que c'est un repas, ça? Est-ce que c'est avec ça qu'on nourrit un homme? Qu'ils l'utilisent dans les porcheries s'ils veulent, mais qu'ils ne proposent pas aux gens. Pour la première fois de sa vie, Wolfram Siebeck goûte une soupe au poulet en sachet. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas, c'est la question que je me pose. Il n'y a que 3,5 grammes de poulet, dont la moitié est probablement du gras. Qu'est-ce que c'est que ces morceaux qui ressemblent à de la viande? Ils sont bougrement durs. Les entreprises qui produisent les ingrédients pour la nourriture en sachet ou en boîte exposent leurs dernières inventions au Salon des ingrédients alimentaires, spécialisé dans les parfums alimentaires. Il faudrait être un visiteur bien naïf pour s'étonner de la présence de tous les grands représentants de l'industrie chimique. Hoffmann-La Roche, Hoechst, BASF, ils sont tous là. En visitant cette foire commerciale, on se rend compte à quel point notre alimentation s'est émancipée de la nature. Nous voici plongés dans le monde de la malbouffe, un monde coloré, propre et en poudre. Ça, c'est du pur beurre, que l'on fournira sous une autre forme. On fait en sorte qu'il puisse être tartiné en y ajoutant des substances autorisées par l'industrie agroalimentaire, comme par exemple de l'amidon ou de la maltodextrine. Mais à part ça, c'est du pur beurre. On peut l'étaler sur un bout de pain? Eh bien, si c'est juste sur du pain, il est possible que le goût de l'amidon soit perceptible. Mais sinon, ce n'est rien d'autre que du beurre, et on peut donc l'utiliser comme tel. Les produits naturels semblent être devenus superflus, et de plus, ils sont trop chers. Le prix du parfum soi-disant naturel de mangue issu des laboratoires correspond à l'achat d'un petit bout d'une vraie mangue. Les chimistes de la société suisse Flashman sont très forts pour singer la nature. Qu'est-ce que c'est? C'est un cocktail de fruits exotiques.
Il est composé à partir de parfums. Uniquement des parfums? Oui, des parfums naturels et équivalents. Et il n'y a pas du tout de fruits tropicaux? Non, aucun. Même pas un bout de mangue. Il y a du parfum de mangue, mais pas de mangue. Cette boisson ne contient absolument aucun fruit. 0% de vrais fruits. Exact. C'est tout un art. Oui, et c'est ce que nous faisons. De l'illusion en bouteille. Ceux qui croient que la belle couleur orange de leur jus de carotte ou multivitaminé provient de carottes fraîches ou d'oranges sont malheureusement dans l'erreur, car elle provient directement des laboratoires des géants de la chimie. Toutes ces boissons ont été colorées avec nos propres bêta-carotènes. Comme vous pouvez le voir, nous en avons tout un échantillon. Celle-ci est une émulsion qui renforce la couleur jaune. Là, c'est notre bêta-carotène 12. Nous pouvons produire toute une palette de couleurs qui va du jaune soutenu à l'orange jusqu'au rouge foncé. La viande que nous mangeons n'est pas non plus ce que l'on croit qu'elle est. Il s'agit souvent... La viande que nous mangeons n'est pas non plus ce que l'on croit qu'elle est. Il s'agit souvent de petits morceaux soudés entre eux par des enzymes, comme par exemple le jambon reconstitué utilisé sur les pizzas dans les restaurants italiens. Je dois dire que ça n'a pas grand-chose à voir avec une épaule de jambon, comme j'aimerais que ce soit. Mais un producteur de saucisses n'a certainement pas la même conception des choses que moi, en tant que consommateur. Cette viande reconstituée présente les caractéristiques essentielles d'une vraie viande, mais elle est faite bien sûr avec des matières premières bon marché. Encore une fois, cette viande reconstituée n'est pas vendue directement aux consommateurs. C'est surtout un produit utilisé dans la restauration pour que les fournisseurs puissent avoir un avantage sur la concurrence. C'est étrange de voir à quoi sert la viande reconstituée. Souvent, il ne s'agit pas simplement de faire des croquettes à partir de petits morceaux. Il y a des fabricants qui font des cubes de viande à partir de morceaux encore plus petits. Dans ces cas-là, on se demande si tout ça est bien nécessaire. Et d'autre part, ce pourrait être interprété comme de la concurrence déloyale. Dès l'instant où quelqu'un s'y met, tous les concurrents sont sous pression. Ils doivent donc commencer à rogner sur les coûts et au final, c'est forcément la qualité de notre nourriture qui s'en ressent. L'industrie agroalimentaire a depuis longtemps trouvé le moyen de donner un aspect présentable, voire de qualité, à une viande de second ordre. À ce titre, la poudre Activa, en provenance du Japon, accomplit de véritables miracles. Il suffit de saupoudrer cette enzyme sur des petits bouts de viande et après les avoir placés 2 heures au réfrigérateur, vous obtenez quelque chose qui ressemble à s'y méprendre à un vrai morceau de viande. Une mutation digne de Frankenstein. Ce que je vous propose, on va faire un test à 1 et un test à 0,8 à la rigueur, et puis on va descendre. Parce que d'après ce que vous me dites, tout est bon. Sur le bœuf, on a fait des essais, enfin c'est déjà fait d'ailleurs, il y a la Belgique qui a produit maintenant un rôti de chute, enfin de morceaux, et où la barbe, ils ont même collé la barbe de l'art. Donc ça veut dire que c'est faisable. Pour commencer, il faut bien mélanger la viande avec la poudre. Puis on l'emballe sous vide et on la garde au froid. Au bout d'un petit moment, la poudre Activa produit une sorte de ciment riche en protéines qui relie les différents morceaux entre eux. Grâce à cette méthode, on peut ajouter à la viande des bas morceaux, comme les viscères ou la peau, qui normalement auraient fini dans la chair à saucisse ou avec les déchets. Aux États-Unis, la viande reconstituée à partir d'enzymes doit être clairement étiquetée, mais en Allemagne, ce n'est pas le cas. Malheureusement, le recours aux enzymes ne fait l'objet d'aucune réglementation. Les normes de sécurité alimentaire autorisent l'adjonction des enzymes, y compris ceux qui n'ont pas encore été découverts. Et jusqu'à présent, on n'a jamais été obligé de les mentionner. 2 heures plus tard,
La transformation de petits bouts de viande en une pièce de bœuf apparemment délicieuse est terminée. Et seul un expert pourrait se rendre compte que ce n'est pas un véritable steak. Je sais pas, quel est votre opinion? Oui, moi non plus, je ne connais pas trop le produit, alors c'est pour ça que je pose votre avis. Oui. La réaction qui a été engagée par l'enzyme est une action de liaison. La liaison, une fois effectuée, une fois que l'enzyme a catalysé la réaction de liaison, vous pouvez cuire, frire, couper, congeler, peu importe. Le consommateur qui s'apprête à acheter une de ces viandes dans une grande surface ne s'apercevra de rien. Cependant, depuis quelques années, les gens sont de plus en plus suspicieux. Ils se demandent jusqu'à quel point la viande de bœuf ou de porc en provenance d'élevages industriels est bonne pour notre santé. Cela explique peut-être le récent boom de restaurants tels que le Kangourou à Francfort. Mais si la carte propose bien des plats exotiques comme l'autruche ou le crottal, les recettes demeurent toutefois assez classiques. Ça, c'est un filet de kangourou. Là, c'est un filet d'émeu. Et celui-ci, un filet de crocodile. On les passe brièvement au grill, comme des steaks. En ce moment, nous ne proposons que des viandes grillées. Mais lorsque nous voulons faire quelque chose d'un peu spécial, nous préparons du ragoût de crocodile, du goulash d'émeu ou du civet de kangourou. Nous faisons également du rôti d'émeu, que nous servons avec de la sauce tartare et des pommes sautées. C'est un plat très apprécié des Allemands. Mais comment savoir dans quelles conditions vivent ces animaux exotiques? Sont-ils élevés dans un environnement naturel? Est-ce qu'ils grandissent sur de verts pâturages ou parqués dans de petits enclos sombres? Et que mangent-ils? Leur menu quotidien comporte-t-il des hormones de croissance ou des antibiotiques? La société Möhring à Offenbach est le plus gros importateur allemand de viande exotique. À en croire son directeur, Jochen Eftrich, bien que les prix des produits d'outre-mer aient augmenté de 50% depuis l'épidémie de SB, il pourrait sans problème vendre 2 fois plus de marchandises si seulement l'approvisionnement suivait. Les ventes augmentent sans cesse, à tel point que nous avons du mal à suivre la demande. Nous avons des commandes en attente pour des produits à des prix plus raisonnables, comme le steak d'autruche. Nous gardons aussi en réserve 700 kg d'épaules de kangourou et des filets d'autruche. Où achetez-vous toute cette viande? Les filets d'émeu viennent d'Australie, les filets d'autruche d'Afrique, et nous attendons d'autres arrivages. Là, c'est une palette de viande de kangourou. Ce que vous voyez là correspond à peu près aux réserves d'une semaine. Si nous ne recevons pas une nouvelle cargaison de marchandises la semaine prochaine, nous ne serons pas en mesure d'approvisionner nos clients. Les viandes exotiques sont très demandées ces derniers temps. Mais sont-elles vraiment d'aussi bonne qualité que l'indiquent les étiquettes apposées sur les caisses expédiées par bateau d'Asie, d'Afrique ou d'Australie? Nous n'avons aucune assurance sur la façon dont les animaux sont nourris. Les pays exportateurs ont leurs propres inspecteurs qui doivent certifier qu'il n'est fait aucun usage d'antibiotiques, de farines animales ou autres additifs. Vous voulez dire que c'est uniquement une question de confiance? Il n'y a aucune vérification? Nous ne pouvons pas le vérifier. La seule preuve, c'est le certificat d'authenticité. Cependant, lorsqu'on s'intéresse d'un peu plus près aux endroits où ces animaux sont élevés pour leur viande, on est en droit de se poser la question. La viande exotique est-elle réellement meilleure pour la santé que les autres? Dans cette exploitation près de Bangkok en Thaïlande, on élève 50 000 crocodiles par an. Les reptiles sont tués à l'âge de 4 ans. Outre le fait qu'on ajoute des stimulateurs de croissance à leur nourriture, leurs conditions de vie laissent pour le moins à désirer, puisqu'ils sont rassemblés par 40 dans des bassins qui font à peine 30 mètres carrés. Mais tout cela n'empêche pas le directeur de l'exploitation d'être fier de ses produits. La viande est très spéciale et elle a un goût vraiment unique. Pour la décrire, je dirais que c'est comme un homard terrestre. Autrefois,
La Thaïlande exportait sa viande de crocodile presque exclusivement vers la Chine. Mais depuis que l'épidémie de SB et la fièvre afteuse ont fait naître l'inquiétude chez les consommateurs européens, les exportations en direction du vieux continent augmentent régulièrement. Nous venons juste de recevoir la première commande d'Allemagne et elle est de 1400 kilos. Nous allons devoir accroître notre productivité si nous voulons continuer à satisfaire la demande des Allemands. Comme les animaux d'élevage industriel en Asie risquent de contracter les mêmes maladies que leurs congénères européens, les techniques de prévention auxquelles on a recours sont ici et là exactement les mêmes. On utilise ça. C'est de l'oxytétracycline. C'est un antibiotique que l'on met dans l'eau. Par conséquent, un crocodile d'élevage thaïlandais n'a rien à envier à un porc européen engraissé artificiellement. Nous ne savons pas grand-chose sur les maladies que peuvent contracter ces animaux. Mais par contre, nous connaissons bien les maladies transmises par les porcs, les vaches et les poulets. Nous devons donc être très attentifs au fait qu'en transportant des viandes de toutes sortes et des animaux vivants d'un continent à un autre, on augmente le risque d'importer des nouveaux germes et que cela va nous conduire à une déstabilisation de la situation épidémique en Europe. D'autres animaux, comme les crevettes ou les gambas, qui sont considérés comme des mets de choix en Europe, proviennent aussi d'élevages industriels. Bien que ce soient des créatures marines, elles sont élevées loin de leur milieu naturel, dans des bassins aménagés à l'intérieur des terres. Le salage artificiel de leur eau a des conséquences dévastatrices pour le sol. La Thaïlande est le plus gros producteur mondial de crevettes. Le pays exporte chaque année 300 000 tonnes de ces crustacés, dont une grande partie vers l'Europe. D'anciennes rizières ont laissé place à des bassins de pisciculture. Et les pauvres agriculteurs sont devenus de riches éleveurs de crevettes. Avant, on cultivait du riz. On gagnait de 2 à 5 bahts par kilo de riz. Maintenant, on gagne de 200 à 500 bahts par kilo de crevettes. Si on voulait faire le même genre de profit avec le riz, il faudrait que l'on ait un terrain 40 fois plus grand. C'est pour cela que nous nous sommes convertis dans l'élevage de crevettes. Les crevettes sont engraissées pendant 4 mois. Durant toute cette période, l'eau du bassin n'est ni changée ni nettoyée. Les crevettes se développent donc au milieu de leurs excréments, tout comme les dindes dans les poulaillers en Allemagne. Et pour s'assurer qu'elles puissent survivre dans cet environnement, on incorpore à l'eau des antibiotiques et des pesticides. Ça, ce sont les vitamines que l'on mélange à leur nourriture. La liste des ingrédients est indiquée là. Ces additifs stimulent leur appétit. Les crevettes perdent leur carapace plus tôt que d'habitude et ça les fait grossir plus vite. Le nom des additifs alimentaires, Speed Plus et Turbo, est particulièrement révélateur. Et recourir à ce type de produit s'avère toujours payant pour les éleveurs. Quand on utilise les additifs, on obtient au bout de 4 mois 40 crevettes au kilo. Sans additifs, on en a jusqu'à 80 par kilo. Mais c'est la taille des crevettes qui détermine leur prix de vente. Pour 30 crevettes au kilo, on gagne 400 bahts. Avec 40, on gagne 350 bahts. Et avec 80, seulement 250 bahts. Donc, plus elles sont grosses, plus ça rapporte. Une fois que les crevettes sont ramassées, à la fin de la période d'engraissage, les bassins restent vides pendant 6 mois. Le sol est tellement contaminé par le sel, les excréments et les additifs alimentaires qu'il est impératif de le laisser en jachère pendant au moins 6 mois.
L'eau saumâtre des bassins est déversée dans les égouts. Et les crevettes qui ont passé toute leur vie dans ce liquide nauséabond sont exportées pour finir dans nos assiettes. Après 10 ans d'utilisation, les bassins sont définitivement abandonnés. Le sol ne peut plus rien produire.